je m'en mêle, au secours. Il y a Alexis qui dit que ma chaîne YouTube, c'est que des bangers. C'est pas faux. Je croyais que c'était des cheveux mal dessinés. Bah écoutez, vu qu'on était dans le thème de la polygamie et des 4 maris, on va continuer la partie 2 de la vidéo de la bonne copine. Elle m'a contacté sur TikTok. Elle n'a pas répondu encore, mais je lui avais proposé de venir témoigner, elle et sa mère, du coup, de leur histoire plus en détail. Ah, donc elle a rencontré sa mère. Ouais, elle a fait une vidéo où elle dit j'ai rencontré ma mère biologique. Elle l'a retrouvée grâce à l'ancienne vidéo, j'imagine. Ah oui, c'est vrai, le pauvre Alphanim, il faut le dire que le live va durer 8 heures. Lui, c'est dû faire un roleplay 1 heure. Non, je reste jusqu'à demain matin ce soir. Hein. Enculé. On voit ta aura de bras. Putain, t'as des beaux bras en vrai. En vrai, c'est quoi que t'as sur la tête? C'est un cosplay de site à la base. Mais tu sais que j'en ai un aussi parce que j'ai un truc pour Halloween. Tous les Halloween, je me déguise en faucheuse. Du coup, j'ai ma faux en plastique et mon truc noir, là, intégral. Je me rends compte, moi aussi, j'ai une burqa. Bah, vas-y, mais là, hein, on revient à l'islam, mon frère. Déjà. Et on reprend. Donc, la première partie, elle avait raconté sa vie dans une famille polygame avec 25 frères et sœurs. Sa mère l'a eu, puis elle s'est enfuie. Elle s'était fait V à 15 ans, sa mère. Elle s'est faite V systématiquement dans son enfance par une de ses belles-mères. Elle raconte comment il y a une compétition permanente où on est tout en train d'essayer de satisfaire son mari pour ne pas se faire jeter à la rue. Et son point de vue, il est clair que la polygamie, c'est une abomination. Alors, on va faire la deuxième partie. Ça, par contre, l'histoire du V par sa belle-mère, autant j'arrive à concevoir qu'une femme puisse V un homme, ou voire même une femme, mais sa belle-mère, pourquoi, en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que c'était une histoire de rivalité avec sa Non, mais mère. c'est pas ça. C'est que sa belle-mère est une PO criminelle et qu'elle a trouvé la personne la plus fragile de la maison, à savoir la gamine, qui est fille unique, dont la mère s'est enfuie et du coup, elle est seule. Donc, elle n'a pas d'adulte à qui se confier. Je comprends ce que veut dire aussi Alphanim parce que comment ça se passe quand c'est une femme qui le fait, quoi? C'est ça le truc. J'arrive pas à l'imaginer. Là, sur un homme, moi, j'arrive à l'imaginer, tu vois. Mais sur une Ouais. femme, je vois pas ce qu'elle en retire, en fait, à part l'humiliation de la Je pense que c'est fille. l'humiliation et puis la sensation de pouvoir sur quelqu'un, quelque chose C'est comme le ça. seul truc c'est le seul truc que je vois, parce que sinon, je vois pas pourquoi, en fait. Parce qu'elle en retire rien sur le plan physique, tu vois. Ça, je comprends pas. Peut-être par esprit de vengeance. Non, c'est juste une PO criminelle. Il y a aussi cette option. Bah, oui, Bien mais sûr, oui, bien sûr. ça, c'est de base. Ça, c'est pas Non, une mais option. c'est une ça, c'est PO sûr. criminelle De qui a base. une victime facile au sein d'un immeuble de 25 personnes. Ton micro, il déconne, Alpha. Je sais pas ce que tu as changé. Je me suis un peu allongé dans mon siège, donc je suis un peu éloigné du micro, c'est pour ça. Bon, allez, on continue. Je commence un peu à galérer, en vrai. Enfant issu de la polygamie, tu n'as pas le droit à l'erreur parce que toutes tes actions peuvent potentiellement mettre en danger ta mère et tes autres frères et sœurs avec qui tu partages le même sang. Moi, quand j'étais petite, ma belle-mère, du coup, qui est la première épouse de mon père, nous a élevés avec une telle haine de ses coépouses et une telle haine des enfants de ses coépouses que ça en était effrayant. Elle a déplacé sa rivalité d'elle de son mariage et elle les a transmis à ses enfants. C'est un peu comme si on disait les autres femmes m'ont volé mon mari, du coup les autres enfants de ces femmes-là ont volé votre père. Elle nous a élevés comme ça dans la haine des autres, dans le dégoût même des autres. Je me rappelle, elle répétait sans cesse à sa fille aînée et à ses autres filles qu'elles étaient les plus belles filles de tous les enfants de mon père et de toutes les filles que mon père a eues. Et c'était elles les plus belles et que les autres étaient des pâles copies d'elle. Et donc, en fait, c'est des discours comme ça qui sont répétés tout le temps. Et en fait, à force, tu rentres ça dans la tête d'un enfant, et bien l'enfant va finir par détester ses autres demi-frères et sœurs. Mais du coup, on était tellement méfiants des autres. Par exemple, quand moi, je me suis créé mon premier compte Instagram, ou quand mes demi-frères et sœurs avec qui j'ai grandi se sont créés le compte Instagram, le premier réflexe, c'était d'aller sur Instagram, Facebook ou peu importe. Tu bloques tes autres demi-frères et sœurs. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement dans un climat de méfiance et vous avez tellement peur. Ouais, c'est ça. En fait, c'est clanique. Vous voyez, c'est pas des familles. C'est clanique où
les caprices du patriarche, de l'homme polygame, et les caprices selon la hiérarchie des femmes font que ta vie peut basculer en un claquement de doigts, sur un caprice. Tu vois, et du coup, tu deviens parano parce que ça peut basculer alors que tu n'as rien fait. Elle expliquait dans la partie 1, c'est que il y a une nana, elle s'est fait engueuler pour rien. Tu peux te faire engueuler pour rien, quelqu'un peut se défouler sur toi pour rien, il y a un jeu de pouvoir pour rien. Si tu montres de la faiblesse, quelqu'un peut en profiter. Et du coup, il n'y a absolument aucune sérénité. Donc tout le monde est ennemi de tout le monde pour survivre. Que du coup, tu as peur que genre, ah bah si je poste une story sur Instagram où j'ai un crop top, ou alors on voit que je bois de l'alcool, ou je ne sais pas quoi, et bah tu as peur que quelqu'un puisse faire une capture d'écran, puisse l'envoyer à sa mère, et sa mère va l'envoyer à notre père. Et donc c'est ça, tu grandis un peu avec la paranoïa aussi, parce que en fait tu ne sais jamais où est-ce que le coup va tomber. Et si par exemple dans un cas où, supposons, je ne bloque personne, et que quelqu'un tombe sur ma photo Instagram où j'ai un crop top et un décolleté et qu'il l'envoie à mon père, et bien du coup mon père il va pas m'engueuler moi, qui suis sa fille. Non, il va engueuler la femme, parce que c'est la femme qui élève les enfants. Et du coup, la femme, elle va perdre des points par rapport aux autres épouses. Elle sera une épouse moins digne. Et c'est là où c'est trop malsain. Et c'est là où je vous dis que, en fait, la rivalité, elle est déplacée vers les enfants. C'est que tu as peur, tu te méfies et tu deviens parano. C'est assez drôle d'ailleurs que je vous cite cet exemple-là de bloquer les demi-frères et sœurs sur Instagram, parce que depuis que j'ai déposé plainte pour les violences incestueuses et la maltraitance que j'ai vécue quand j'étais petite. Ah bah ça répond à la question qu'on a. Est-ce qu'elle a déposé plainte? On dirait que oui. Et depuis que j'ai commencé ce podcast où je vous raconte ma vie, eh bien, les demi-frères et sœurs avec qui j'ai grandi m'ont tous bloqué et tout ça, etc. Mais en plus de ça, ils continuent quand même de pister mon compte pour être à la recherche de toute information que je peux donner qui puisse me mettre en porte-à-faux. Par exemple, dans un épisode où je raconte que j'ai vécu ma première rupture amoureuse et que du coup, et que j'ai fait une IVG et je ne sais pas quoi, eh bien, en fait, cette vidéo-là a tout de suite été envoyée à mon père parce que tiens, regarde ce que ta fille fait. Et c'est assez fou et c'est drôlement ironique, comme quoi cette famille ne changera jamais. Je vous ai Voilà, c'est vraiment c'est des trucs de fou. C'est-à-dire qu'ils voient que la fille s'émancipe, ils voient que la fille se libère, ils voient qu'ils n'ont plus aucune emprise sur elle, mais ils essayent quand même de l'unir et d'unir à sa réputation. Et pour eux, un point de survie, c'est est-ce que j'ai réussi à faire détester quelqu'un au père? Parce que si je le fais détester quelqu'un, c'est qu'en un sens, il donne du crédit à ma parole. Et ils utilisent tout et n'importe quoi contre toi, alors que c'est une femme, je pense, elle est libre et émancipée. Maintenant, elle n'en a plus rien à battre d'eux et au contraire, elle va en faire payer certains vu qu'elle porte plainte. C'est à petite échelle un concept qui est très connu en plus de psychologie sociale. Je ne sais plus c'est qui avait dit ça, mais c'est une tech qui disait le seul moyen qui est la paix sur Terre, c'est qu'il y ait une race extraterrestre qui débarque un jour et qu'on se s'allie tous pour la haïr elle plutôt qu'entre nous. Un truc du genre, tu vois. En gros, c'est ça, c'est détourner les inimitiés internes vers une source extérieure pour échapper au conflit. Bah moi, j'arrête pas de le dire. La solution, c'est qu'on mette toute la dette mondiale et tous les crimes du monde sur un seul mec et qu'on le bute. Attends. Non, personne n'a la blague. Pour moi, là, elle décrit le fonctionnement de l'islam, hein. Les points, les rappels, la paranoïa qu'il y a entre les gens de la Oumma, par exemple. Donc, pour son cas, c'est les gens de la famille. Pour moi, c'est le même fonctionnement. Mais du coup, là, son père, c'est Allah, quoi. C'est quoi le commentaire? J'ai dit que moi, ma maman, elle est partie de ce mariage parce que c'était un mariage forcé, parce qu'en plus, elle était maltraitée. Mais du coup, moi, j'ai ce statut de l'enfant de l'autre femme qui est partie. Et du coup, C'est plus qu'un mariage forcé, hein. C'est un mariage pédocriminel, vu qu'elle a été mariée à 15 ans à un mec qui en avait je sais plus combien, 30, 40, 50. Hein. c'est un statut qui fait que pour moi, cette dynamique polygame a été triplement plus compliquée. Parce que je suis un enfant, parce que je suis une fille, mais en plus, ma mère est partie. Donc, comment vous dire que j'ai été à la merci de la méchanceté de certaines épouses qui me voyaient un peu comme une expansion de la rivalité qu'elles avaient envers ma mère, mais aussi de la méchanceté ou des taquineries lourdes, insistantes et traumatisantes de certains enfants. Et dans mon cas, du coup, tu ne peux que pleurer l'absence et l'inattention d'un père qui regarde ailleurs. Je me souviens aussi, quand on allait au Congo, on allait m'habiller des plus beaux vêtements. On allait m'acheter des parfums, on allait m'acheter des petits bracelets, on allait m'acheter tout un tas de choses que je n'avais même pas en temps normal en France,
parce que tu retournes au pays, du coup, tu dois impressionner les autres, tu dois impressionner tes demi-frères et sœurs, tu dois impressionner les autres femmes, tu dois montrer que vous, en tant qu'enfant, vous êtes les mieux éduqués, les plus polis, les plus stylés, les plus beaux, ceux qui s'expriment d'un français qui est clair et limpide par rapport aux autres. Et tout ça toujours dans un optique, dans un but de séparation. Et du coup, tu n'appartiens vraiment à personne. Je me souviens aussi qu'en 2006, on était en France à ce moment-là, et la troisième femme de mon père, celle que je vous disais tout à l'heure que tout le monde disait que c'était la plus belle, était venue passer quelques jours en France. Elle voulait visiter la France. Et du coup, elle est venue habiter dans la maison de la première femme de mon père, donc sa coépouse. Et la troisième femme de mon père, elle a de très longs cheveux. Elle est très très belle. Elle ressemble vraiment à une princesse. En tout cas, c'est ce que je pensais quand j'étais petite. Et un jour, cette femme, elle se coiffe devant le miroir et elle se brosse les cheveux. Et je la regarde. Et je la regarde avec admiration. Elle ressemble à une princesse. Elle est trop belle. Elle sent bon. Elle a une voix douce. Bref, je la regarde comme une petite fille de 6 ans regarde une femme qu'elle trouve incroyable. Et là, il y a ma belle-mère, donc la première épouse, qui arrive dans la salle de bain, qui me pince comme ça par la taille, qui me sort de la salle de bain. Elle m'emmène dans ma chambre et elle me crie dessus. Et elle me dit, tu la regardes comme ça, tu la complimentes comme ça, qu'est-ce que tu veux lui montrer? Ah, et en plus, la belle-mère, c'est la VIO-euse, hein. Oh là là. C'est des malades. Franchement, elle a grandi dans une famille malade, hein. Je suis impressionné qu'elle soit aussi stable aujourd'hui. À mon avis, elle a dû traverser beaucoup, hein. Elle a une résilience de psychopathe. Mais c'est impressionnant, les gens comme ça qui arrivent à supporter, comme si de rien n'était, des horreurs comme ça. C'était pareil là, l'autre fois avec Camille, là, la joie de vivre, entre guillemets, qu'elle avait, elle rigolait de sa situation, alors que sa situation, elle était horrible. Et que n'importe qui autour d'elle vivrait la même chose, il tiendrait pas 2 secondes, tu vois. C'est un réflexe de Après, vivre cette c'est un biais de situation. survivant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des gens qui ont vécu la même chose qu'elle, il y en a 25, hein, vu qu'elle a 25 frères et sœurs. Ouais, je Plus ou moins. sais. Elle, c'est une survivante, en fait. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a un survivant sur 25, voire sur 50, voire sur 100. Et c'est ça l'islam, c'est que tu as des gens tellement cassés que même elle, tu vois, il faut qu'elle survive et qu'en plus elle fasse une chaîne YouTube et on en parle et qu'elle paye le prix d'en parler parce qu'elle a la pression de la famille. Tu vois, genre, c'est un bordel monstre. Donc respect, du coup. Ouais, moi je vis ça, je finis en HP toute ma vie, hein. Et je viens de comprendre ce que tu disais avant, Babal, c'était Jésus dont tu parlais. Ouais, ça y est, t'as compris? Mais Jésus, il n'est pas mort pour les crimes et tout ça, il est mort pour le péché originel, c'est ça qu'il a racheté. C'est pour ça que j'ai Ouais, pas bah, compris on tout de met suite. tous les péchés sur les gens et voilà. Ah, c'est le bouc émissaire, quoi, que je décrivais. Voilà. Ouais. Tu veux lui montrer que elle c'est la plus belle, que elle a trop réussi, tu n'as pas le droit de la regarder comme ça, tu n'as pas le droit d'être proche comme ça d'elle. Et à ce moment-là, j'avais très mal parce qu'on m'avait pincé, mais aussi j'ai eu l'impression d'avoir manqué de loyauté envers ma belle-mère. Alors, juste quand elle a dit j'avais très mal, j'ai vraiment cru parce que je me suis senti trahi et tout. Non, parce qu'on m'a pincé. Oui. J'étais pas prêt dans ma tête. J'étais là, oh la pauvre, elle a tellement souffert parce qu'on m'a pincé. Bah, ça fait mal, hein. C'est le seul truc qu'elle a gardé, tu vois, c'est tout le reste que dalle, mais par contre, ça faisait super mal quand elle me pinçait, hein. Ouais, c'est ça. Il y avait les snipers, ils me tiraient dessus, les bombes, les mines, les cadavres déchiquetés, et puis je suis tombé sur une épine. Je me suis cogné le doigt de pied. Bon. Mes lèvres et je m'en suis beaucoup voulu. Et à partir de ce moment-là, cette femme-là, je me souviens que je me suis forcée de la détester. Je me suis forcée de ne pas lui parler. Je me suis forcée, vous voyez, dans ma famille, c'est très impoli quand on a un adulte face à soi, de l'appeler par son prénom. Par exemple. En fait, faut vous dire que moi, j'ai pas grandi dans une famille polygame, mais j'ai grandi dans une famille gigantesque, hein. J'avais 20 oncles et 20 tantes. Et donc, t'imagines que les maisons, avec autant de gens et leurs enfants et parfois leurs petits-enfants, c'était des maisons pareilles, à 50 personnes. Et dans ces maisons à 3 étages à 50 personnes, ben, évidemment, il y a les mêmes jeux de pouvoir, les mêmes gens qui te font peur, les gens que tu n'aimes pas. Et donc, je peux comprendre ces attitudes de pouvoir. Et en plus, les gens, il faut vous rendre compte, c'est un huis clos où on se fait chier. Imaginez être enfermé chez vous, mais sans Internet, sans télévision, avec 50 personnes. Évidemment que ça devient du drama avec des embrouilles, avec des gens qui viennent t'emmerder pour rien, en fait. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il fait 40 degrés soit tu dehors. te pougnes, hein, donc à un moment, c'est soit tu fais chier les autres, soit tu te pougnes pour t'occuper, hein. Donc, tu peux mettre le live en 1080, s'il te plaît? C'est quoi le problème?
Moi, c'est Aïcha. Si je suis une adulte, on me dit maman Aïcha. Et on n'avait pas le droit de dire maman un tel. On l'appelait juste par son prénom. Et ça peut paraître anodin là en France parce que c'est normal, mais dans ma culture, c'est très impoli. Et on avait interdiction de dire maman un tel. Il fallait l'appeler par son prénom, il fallait montrer le mépris, il fallait montrer qu'elle n'est pas notre mère. Et tout ça, ça fait partie du fardeau que les enfants, malheureusement, souvent doivent porter quand ils sont issus d'une famille polygame. J'ai précisé dans cet épisode que pour moi, la polygamie fait deux victimes, les femmes et les enfants. Et du coup, pour moi, la victime suprême de cette dynamique familiale-là, c'est l'enfant qui est une fille. Petite parenthèse, mais l'enfant qui est une fille et qui est l'enfant de l'autre, genre moi, alors ça, peut-être que c'est la victime de l'univers, mais en tout cas, pour moi, l'enfant qui est une fille est la victime suprême. Alors, peut-être un petit détail là, avant qu'on continue, vu qu'elle dit ça. Quand elle m'a MP, la fille, elle m'a dit, on m'a dit que tu as regardé ma vidéo et que tu as fait preuve de beaucoup d'empathie. Et sur ce point, j'étais un peu gêné quand elle me l'a dit. C'est pas pour donner des bons points et tout, non, mais en fait, tout ce qu'elle dit est logique, rationnel et pertinent et évident, tu vois. C'est au-delà de l'empathie. Alors moi, je trouve que je fais preuve d'empathie. Effectivement, j'essaye de me mettre à la place d'une autre personne, notamment des femmes, parce que je parle beaucoup d'islam et que les premières victimes d'islam, c'est les femmes. Mais aussi les enfants, les victimes des circoncisions et d'excisions, ou de violences, ou de mariage forcé. Donc, nécessairement, c'est parce que j'ai de l'empathie et que j'en fais usage que je peux parler de ces sujets aussi pertinemment. Mais en un sens, il n'y a pas besoin de quantité phénoménale d'empathie pour comprendre ça. Et c'est pour ça que ça me choque qu'elle dise ça, parce que je sais pourquoi elle dit ça, je sais d'où elle vient. Elle vient d'un monde où les gens sont artificiellement apathiques. C'est-à-dire que même s'ils avaient de l'empathie, ils se retiennent d'avoir de l'empathie, parce qu'avoir de l'empathie est un signe de faiblesse, et ça peut être utilisé contre toi. Il serait même capable de lui reprocher ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec toi et j'ajouterais même, je me demande à quel moment elle s'est rendue compte que ce qu'elle vivait n'était pas normal. Tu sais, c'est pour ça que je voulais l'inviter, pour lui poser toutes les choses, les questions auxquelles elle n'en parle pas là, nécessairement. Peut-être elle va en parler, mais tu sais, il y a plein de petits détails factuels, matériels. Quand est-ce que tu t'es rendu compte? Qui t'a accompagné? Comment t'as porté plainte? Est-ce que tu penses que ta plainte va aboutir? Est-ce que ces gens comprennent qu'ils font une erreur? Est-ce qu'il y a des demi-frères et sœurs qui te contactent? Tu vois, tous ces trucs un peu détails. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit en disant que tu te mets à la place des femmes. Ce qui me fait beaucoup rire, alors que tu as à côté de toi deux hommes voilés. Écoutez, vous mettez plus que moi à ma place, c'est bon. Il n'y a pas besoin de se mettre à la place des femmes, il y a juste besoin de se mettre à la place d'un être humain, c'est tout. En plus, sa famille, il se la pète, il n'est même pas capable d'avoir ses règles. Tu sais pas, hein? Parce que quand tu grandis dans une famille polygame comme ça, où tu vois ta maman et les différentes mamans de tes demi-frères et sœurs perdre leur éclat, perdre leur beauté, perdre leur jeunesse, perdre leur joie de vivre pour satisfaire un homme, pour avoir les bonnes faveurs, pour avoir l'air d'être la plus belle, la plus forte, la plus machin, la plus ci, la plus ça, eh bien, je suis persuadée qu'en tant que femme, ça t'apprend que, en fait, tu mérites rien. Tu mérites tout ce qui découle de la souffrance. Tu mérites tout ce qui fait mal et surtout, tu ne te choisis jamais. Ça déforme ta manière de voir la vie. Ça déforme ta manière de te voir. Mais surtout, c'est une compétition où tu ne seras jamais à la retraite et tu n'auras pas une retraite où tu as une garantie de confort, tu vois. Genre le travail, c'est épuisant, c'est tout le temps. Mais tu regardes une fin où tu travailles plus et tu as un confort, tu vois. Et bien, cette compétition polygame, c'est l'inverse. Tu sais que tu as une deadline, c'est ta beauté, mais une fois que tu es plus belle, il n'y a plus de garantie. C'est fini. Tu es out of the game et là, tu as un saut dans le vide. Tu as un saut dans le vide où on ne te doit rien, on ne va rien te donner et tu es là, tu n'es plus dans le jeu. Voir et ça déforme ta manière de voir les autres. Et en tant que femme, ça te fait grandir avec une extrême méfiance des autres femmes, ça te fait grandir avec une extrême méfiance des hommes. Tu grandis en ayant l'impression que de toute façon, tout ce qui arrive dans ta vie, tu dois l'obtenir par la souffrance, puisque nos mères se sont mariées dans la souffrance, elles ont eu des enfants dans la souffrance, elles se sont épanouies dans la souffrance, etc. et etc. Et je vous dis ça, et je me base seulement sur mon expérience, hein, mes demi-frères et sœurs, mes 26-27 demi-frères et sœurs, je pense que le constat est unanime, tous les enfants de ces mariages ont souffert de la polygamie à un moment donné. Par contre, là où je mets une distinction, c'est que les garçons, vient le moment où ils deviennent des hommes et où ils comprennent que du coup, la polygamie, finalement, c'est en leur faveur, puisque ça leur permet de pouvoir nourrir leur perversité en ayant 5 femmes à se partager dans la semaine, nourrir leur ego et nourrir des côtés vraiment fucked up dans leur personne. Et les hommes se rendent compte que finalement, la polygamie est un outil dont seulement eux seuls peuvent en jouir. Tandis que pour nous, les filles, c'est beaucoup plus compliqué. Malheureusement, heureusement,
malheureusement, on n'a pas tous les mêmes mamans. Et il y a certaines mamans qui, par loyauté pour leur mari ou par habitude, ou juste parce qu'en fait, elles ont grandi dans ça, et ben, elles vont apprendre à leurs filles que c'est la normalité. Et du coup, il y a certaines filles, donc j'ai certaines de mes demi-sœurs, je pense, qui par loyauté un peu bizarre pour leur mère, ou juste par conditionnement, parce qu'on ne leur a jamais appris, elles n'ont jamais vu de leurs yeux qu'elles pouvaient aspirer à une vie différente de celle qu'on a connue quand on était enfant, vont reproduire ce schéma-là. Donc, soit tu reproduis ce schéma-là, soit finalement, le fait simplement d'être une femme devient quelque chose que tu vas détester, ta condition de femme devient quelque chose que tu détestes, ta féminité devient quelque chose qui te pèse, qui devient un poids à tes rêves, à tes envies et à ta voix, parce que tu dois te taire. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il existe certaines femmes qui vont être pour la polygamie et qui vont en faire la promotion. Il y en a certaines, c'est parce qu'elles sont un peu bébêtes, je pense. Il y en a d'autres, c'est parce que malheureusement, le conditionnement. En fait, quand ta mère a fait ça, ta tante a fait ça, ta grand-mère a fait ça. Mais en fait, il n'y a pas que t'es bébête, c'est que t'as pas les outils. Moi, j'arrête pas de dire, les gens, ils naissent, ils sont pas équipés pour le monde. Donc nécessairement, quand on t'enferme toute ta vie, que tu cuisines toute ta vie, que tu fais le ménage toute ta vie, t'as pas l'opportunité de plus être bébête. Moi, j'ai connu des gens, à 18 ans, ils ont arrêté d'être bébêtes. J'ai connu des gens, à 25, 30 ans, ils ont arrêté d'être bébêtes. Tu vois, il y a aussi les opportunités de la vie. Et c'est pour ça, j'arrête pas de dire la priorité absolue, vraiment absolue, c'est l'éducation. Vraiment, c'est équiper tout le monde avec les outils intellectuels pour se défendre et prendre des décisions. Et ça a l'air débile, mais la raison pour laquelle ces femmes acceptent si bénévolement la polygamie à échelle d'un pays, Chad. c'est qu'elles n'ont pas assez, de manière générale, accès à l'éducation, à la connaissance. Elles ne sont pas conscientes de ce qu'est leur dignité, de ce que sont leurs droits et leurs libertés. Tu vois, elles n'arrivent pas à envisager un monde différent, un monde où elles sont plus respectées. Elles se disent non, mais de toute façon, je vais mourir comme ça. Ils n'arrivent pas, alors que des fois, c'est juste derrière la porte, quoi. Il faut arracher sa liberté, des fois. Il y a un truc, si je peux me permettre, Ali, d'ailleurs, tu me dis hein, si je parle trop et tu me dis ferme ta gueule, je me vexerai pas. Mais elle a dit au Non, tout mais elle est où ta début, mahrama, là, qu'elle te... elle a dit au tout début, il faut souffrir pour mériter. Alors que non, il faut pas sacraliser la souffrance, il faut sacraliser l'effort. C'est l'effort qui amène le mérite. C'est pas la souffrance. Et j'ai trouvé ça, c'est un petit point de détail que je trouve très important à signaler, à Mais souligner. surtout pour mériter quoi au final, c'est ce que disait Babala. Hein. Au final, une fois que tu es plus belle, c'est fini. Et en plus, il faut souffrir pour mériter, mais à la fin, tu mérites rien, parce que tu n'as rien gagné, ouais. Oui, Vraiment, t'as tu rien souffres, gagné. mais t'as pas forcément fourni de plus-value, tu vois ce que je veux dire? Ouais, T'as tu juste gagnes, souffert genre, je pour sais rien. pas, 12 heures, 24 heures de un peu sérénité, genre, t'es en lice, mais t'as pas gagné la course encore, tu vois. Il se passe quoi si tu choisis de ne pas jouer au jeu? Genre, si une des 4 femmes décide que, au final, pourquoi est-ce que je me pète le cul à essayer de plaire au mec? Non, mais tu te rends compte, tu vas te faire renvoyer chez tes parents, t'as plus d'argent, t'as pas de métier, il te faut un autre homme pour vivre, sinon tu vas être enfermé chez tes parents à vie. Tu deviens un poids pour eux. Tes enfants, ils sont la propriété du père, donc même tes enfants, tu peux plus les voir. Genre, c'est une prise d'otage totale, hein. Mais tu peux faire le minimum syndical, tu vois. Non, mais il va venir te ver à un moment ou à un autre, le mec. Et puis Oui, même, le mais minimum syndical, tu fais pas pourquoi j'aurais envie de faire Oui, le ménage chez quelqu'un que j'aime pas? Pourquoi j'aurais envie de dormir avec quelqu'un que j'aime pas? Genre, ça n'a aucun sens ce que tu dis. mais je crois que tu comprends pas ce que j'essaie de dire. Là, il y a cette histoire de compétition entre les meufs pour plaire au mari. Mais est-ce qu'à un moment, tu te dis pas pourquoi est-ce que je participe à la compétition, tu vois? Si ça veut pas Mais dire que parce que, t'aimes pas ton je mari, te dis, tu vois. t'es dans ce putain d'immeuble avec 50 personnes. Tu participes, que tu le veuilles ou non. Je sais pas. Non, il n'y a pas de je me retire. Ça marche pas comme ça, parce que le mec aussi, il joue là-dessus. Le mec, il sait bien que vous êtes en compétition et ça l'amuse parce que vous avez toutes vous dépasser pour lui faire plaisir. Et si tu arrêtes de te dépasser, il te divorce pour en épouser une quatrième, il n'y a pas de problème. Ok. Tu es obligé de jouer le jeu, sinon tu es à la rue. Ouais, je vois. A fait ça, ton arrière-grand-mère a fait ça, c'est pas toi aujourd'hui qui va venir En fait, c'est pas un monde où tu te dis, vas-y, j'en ai marre de lui. Et demain, tu trouves un petit boulot de caissière ou chez Amazon et tu t'en sors à petit peu, tu vois, Mais avec c'était ton pas ce que je gosse. voulais dire. Dans l'idée, pour moi, la meuf, elle est toujours amoureuse de son mari, tu vois. Mais elle fait plus des pieds et des mains pour être meilleure que les autres femmes. Non, Elle mais tu fait peux juste. pas, c'est pas possible.
C'est impossible. Il faut avoir d'autres perspectives déjà avant même de le concevoir. Mm. Et quand tu es dans ce monde-là, tu n'as pas même la perception de te dire, il y a d'autres possibilités. Non, c'est comme ça. Il faut que je m'en sorte avec la situation qu'il y a. Ouais. Casser les codes selon ce qu'on leur a dit. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres femmes aussi qui soutiennent la polygamie parce qu'elles veulent être des bourreaux. Parce que quand tu grandis dans un pays, dans une culture, dans une famille où tout est fait pour que tu te taises, pour que tu continues de perpétrer des traditions et des cultures familiales, où on te demande de vivre pour la communauté et pas pour toi, eh bien, quand tu te rends compte que finalement ton statut de victime est beaucoup trop ancré en toi, eh ben, pour mieux dormir la nuit, eh ben, tu es obligé de switcher un mode dans ton cerveau et de passer de victime à bourreau. Comme ça, dans ta tête, tu as l'impression que finalement ta vie tu l'as choisie et personne ne te l'a imposé. Et du coup, en imposant encore à d'autres filles dans les générations suivantes, etc., ce même choix-là En plus, ça répond à ta question, tu vois. Ouais. de subir la polygamie ou de vivre dans la polygamie, ça te permet à toi de rester dans un certain confort mental. Parce que je pense que quand tu es victime de quelque chose et que tu te tais et que tu ne fais rien et que tu l'acceptes, si en face de toi, une personne qui a conscience de ça va le dénoncer, va en parler, va refuser, eh bien, ça va venir te déranger, consciemment ou inconsciemment, parce que ça va te rappeler que finalement, c'est une situation qui n'est soit pas normale, ou soit finalement, c'est vrai que j'aurais voulu que ce soit autrement pour moi. Et donc, pour que ça ne se fasse pas, eh bien, je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui vont venir soutenir la polygamie et qui vont vouloir insister pour que leurs filles vivent dans des familles polygames ou qui ne vont jamais se lever pour leurs filles parce qu'elles sont dans un espèce de confort mental beaucoup plus important que le bonheur de leurs filles. En tout cas, c'est Et c'est toujours ce même délire, hein, c'est que tous les parents juifs et musulmans que je connais, quand ils circoncisent leurs gosses, ils pleurent, ils ont mal, ils sont terrorisés, ils n'ont pas envie, tu vois, c'est pas anodin. Mais à cause du confort mental, ils acceptent. Parce que même les apostats qui sont contre la circoncision, pour leur confort mental et pour pas tenir tête à leur famille, pour pas que leur famille leur casse les couilles, ils acceptent de torturer leurs gosses. Et c'est la même raison pour laquelle les excisions se perpétuent. C'est pareil, les mères, elles continuent. C'est plus simple d'exciser ta fille que de faire face à la colère de ta famille. Parce que tu es dans un monde d'otages, tu es dans un monde où tu dois perpétuer, sinon tu n'as pas le pouvoir. J'ai une analogie pour expliquer ce que j'essayais de dire avant. En fait, dans ma tête, j'imaginais ça un peu comme tu es dans une entreprise avec une culture d'entreprise un peu toxique, tu vois, où ça ressemble un peu à ça, où tout le monde est en compétition, se met des bâtons dans les roues, se tape. Tu sais que tu peux pas quitter cette entreprise parce que sinon tu es à la rue. Donc, mais tu n'aimes pas les règles et tu juges le minimum syndical. Tu comprends pas, parce que déjà, dans l'entreprise, le patron te baise, et s'il n'est pas satisfait de la baise 3 fois de suite, il te met à la rue quand même. Et si le patron te met à la rue, c'est fini. Il n'y a plus aucune entreprise qui fait de toi. C'est fini, tu es mort. Tu as une carrière de... L'objectif, c'est de pas se faire virer. Non, le minimum syndical, ça suffit pas. Le patron, il va dire, pourquoi tu souris pas? Tu m'as pas l'air très enjoué aujourd'hui. L'ambiance, elle n'est pas au top. Le minimum syndical, c'est pas acceptable. Ok. Je suis d'accord avec ça, on est plus sur un système esclavagiste pour le coup. Tu peux pas, en tant qu'esclave, faire le minimum syndical, tu vois. ce que je pense. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode et du coup pour finir, je voulais vous dire qu'en 2024, j'ai retrouvé ma maman biologique. Et j'ai retrouvé ma maman biologique et du coup je suis partie au Congo, à Brazzaville, en 2024 pour aller rencontrer ma grand-mère. Donc comme je suis partie au Congo, Brazzaville, je suis allée dans ce fameux immeuble où j'ai retrouvé certaines femmes de mon père et où j'ai retrouvé des demi-frères et sœurs. Pour ça a été unanime. On a tous souffert en tant qu'enfants de cette distance qui s'est créée malgré nous parce que nos mamans ont été des rivales. Et je me suis beaucoup rapprochée notamment d'une de mes petites sœurs que j'aime de tout mon cœur et que j'apprécie et qui m'impressionne par sa force, par sa détermination, par son franc-parler. Et je suis très contente parce que finalement ça me conforte encore plus dans l'idée que en fait on n'était que des enfants et qu'on n'avait pas d'autre rôle à avoir à part de s'amuser et de se considérer comme des frères et sœurs, mais que malheureusement on a été séparés et on a porté le poids de la rivalité de nos mères, de nos belles-mères, de l'emprise, pour moi en tout cas dans mon cas, et que c'est ce qui nous a séparés et je suis contente aujourd'hui à 25 ans, grande, de pouvoir un peu créer ma propre machine à remonter le temps et de venir récupérer ce que j'ai récupéré de tout ça. On arrive à la fin de cet épisode et pour la fin de cet épisode, je voulais vous lister très rapidement les effets, les conséquences que ça a eu sur moi en tant que jeune fille de 25 ans, le fait d'avoir grandi dans une famille polygame. Je dirais que la première conséquence, c'est que ça a joué sur le style des garçons que j'aime. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais ça a vraiment joué sur le style de garçon que j'aime et qui m'attire. Ça m'a tellement traumatisée de voir tout ce que je vous ai raconté avant que, j'ai pas de style de garçon particulier. Genre, je peux pas vous dire, moi, mon style, c'est les je sais pas quoi, les je sais pas quoi, les je sais pas quoi. Non. Je sais que, a priori, si, en principe, j'aime bien les garçons qui sont grands de taille, mais j'ai pas de style physique ou quoi que ce soit. Je me suis rendu compte en faisant cet épisode que tous les garçons que j'ai aimés ont un point commun, c'est qu'ils sont absolument l'opposé de mon père. Et je pense que le fait d'avoir grandi dans une famille aussi fucked up, et en ayant grandi aussi avec beaucoup de colère contre mon père, je pense que ça a joué, que ça a déterminé le style des garçons que j'aime. Je pense
pense que quand j'avais genre 15 ans, si vous me disiez, Aïcha, quand tu seras grande, tu vas épouser un Malien ou un Sénégalais, et ben je pense que je pouvais pleurer. Parce que pour moi, dans ma tête, Malien ou Sénégalais, c'est genre mon père. Si c'est mon père, ça veut dire que c'est la polygamie, mais c'est aussi les histoires dans lesquelles j'ai grandi, c'est les mensonges, c'est la vulnérabilité, c'est la tristesse, donc impossible. Je pense que Ouais, et en plus, il y a ça, c'est que t'arrives pas à comprendre que la Terre, c'est plus grande qu'un Malien ou qu'un Sénégalais. Donc tu es désespéré, tu es putain, il n'y a pas d'avenir dans lequel je suis heureux dans un mariage vu que ça va être un Malien ou un Sénégalais. Je comprends tout à fait ce qu'elle dit parce que j'ai un peu la même sensation. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal, et je pense que c'est dû à l'islam, d'avoir une épouse qui n'est pas autonome et indépendante, tu vois. Genre, j'arrive pas à m'imaginer en couple les nanas qui veulent que le mec il paye tout, qu'il ouvre la porte, qu'il porte les valises et tout. Genre, ça va un peu, mais moi, ça me dégoûte parce que ça me. En fait, il n'y avait même pas de galanterie dans l'islam. C'est pas vraiment la galanterie. Le monde dans lequel j'ai grandi, on ne voyait pas des mecs galants. Mais le fait que la femme, elle soit complètement effacée, distante, invisible, soumise, qu'elle n'ose pas la voir, qu'elle est invisible, qu'elle fait le boulot, qu'elle ferme sa gueule et qu'elle se fasse baiser, moi, je ne supporte plus cette image, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien l'idée que la nana, c'est mon égal, c'est quelqu'un qui va s'investir dans le foyer, qui va mettre du pognon quand il faut, qui va essayer de te faire plaisir, tu vois. Et du coup, je suis repoussé par cette idée de femme soumise. Alors que c'est bizarre parce que c'était dans mon intérêt, évidemment, comme elle l'a très bien expliqué. Un mec, il se rend très vite compte que c'est dans son intérêt la polygamie, que c'est dans son intérêt l'islam aussi. Et moi, ça m'en pousse. Donc je comprends que ça allait changer comme ça. Et t'as pas de perspective. Moi, pareil, à 17-18 ans, je me disais, putain, mais si je trouve aucune Syrienne qui me plaît, je pourrais jamais me marier. Je pourrais jamais connaître de nana ou avoir du sexe. Alors qu'en fait, non, la Terre, c'est plus grand que des Syriennes. Maintenant, quand je rencontre quelqu'un, je ne me pose pas la question de son origine. Enfin, je me pose un peu parce qu'il y a la religion, les superstitions, mais voilà, ça pourrait être une Chinoise, une Thaïlandaise ou Esquimau, extraterrestre, tout ce que tu veux, tu vois. À part ça, je dis rien, mais elle t'a décrit un petit peu quand même hein, sur son style de mec. Ah bah Grand ça, et tout l'inverse de son père. ah bah ça, T'as peut-être une chetou, mon frère. intelligent, prêt à porter le voile pour sa tutrice. Moi, tant qu'elle est consentante. vraiment, 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 ça a joué sur le style de garçon que j'aime. Bref. La deuxième conséquence que ça a eu sur moi, c'est qu'aujourd'hui que je raconte mon histoire, que j'ai déposé plainte, que je suis à l'aise avec mon histoire et celle que je suis, eh bien, j'ai une manière de vivre ma féminité qui est encore plus décuplée. J'ai cette envie, je vis vraiment pour la vérité et pour les discussions. Et c'est pour ça que j'ai créé mon podcast, parce que je parle toute seule, mais je me libère, c'est très thérapeutique. Et je pense que du coup, les conséquences que ça a eu, c'est que vraiment j'ai une espèce d'émancipation. Je vais vraiment un je m'en foutisme plutôt du regard des autres. Parfois, pas tout le temps. Hein. Je reste quand même une petite meuf de 25 ans qui est un peu perdue. Je pense que c'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment ce biais du survivant. C'est que les survivants comme elle ou moi, et je pense que c'est ça que vous voyez chez moi, j'imagine, c'est ce je m'en foutisme total. Vraiment total. Quand on te dit, Ali Babal, pourquoi tu vas là? C'est l'extrême droite. Je m'en bats les couilles. Ali Babal, pourquoi tu fais ça? Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous de tout. Et parce qu'en fait, c'est à la fois c'est un talent, mais c'est une manière de survivre à ça, en fait. C'est que si t'es pas comme ça, tu payes le prix de ce système toxique et pourri, tu vois. Et donc, son attitude ressemble beaucoup à mon attitude. On n'en a plus rien à battre. Ton avis, mais tu te le fous dans le cul. Il n'y a rien que tu peux penser qui va me changer, tu vois. Moi, je vois ça personnellement comme une attitude d'adulte, plus que je m'en foutiste. Tu vois ce que je Oui, veux dire? après, il y a ça, mais on est adulte, on est très adulte. Et moi, j'aime bien cette phrase qui dit on a grandi trop vite, même. Tu vois, on est devenu adulte beaucoup trop vite et beaucoup trop violemment. Mais à la fin, oui, on est adulte. Ouais. Il y a beaucoup d'adultes qui mettent tout le monde dans des cases, et eux-mêmes aussi. C'est même de plus en plus répandu, cette volonté de mettre tout dans des cases et de juger la case plutôt que les dires ou les faits de la personne, tu vois. Et je pense qu'elle a cette même mentalité. C'est plus jamais de ma vie, je laisserai quelqu'un me dominer, tu vois. Personne ne décide plus jamais à place. J'ai l'impression que c'est ça qu'elle dit et c'est pour ça qu'elle prend cette parole et tout. Mais t'inquiète, ton podcast, tu le feras pas à deux, tu le feras pas toute seule la prochaine fois. Vous m'entendez encore ou pas? Oui. Ok. On te voit pas par contre.
perdu dans la vie, mais j'ai un je m'en foutisme en tout cas par rapport à ma famille, c'est plus ça en fait, et le fait de vivre ma vie et ma féminité comme j'y ai envie. C'est me faire des piercings si j'en ai envie, me faire un tatouage si j'en ai envie, c'est de parler, de faire mon podcast, de raconter la vérité, de raconter mon histoire, de raconter ma vie, de raconter mes expériences amoureuses, de raconter ce que je ressens, que ce soit politiquement ou pas politiquement correct par rapport à ma famille conservatrice, malienne, etc. C'est vraiment juste de vivre comme je le peux. Et ça me ramène aussi à la troisième conséquence, c'est que ma maman biologique, elle a tellement souffert, elle est restée très peu de temps dans ce mariage, mais elle a tellement souffert et elle porte encore tellement aujourd'hui physiquement et psychologiquement les séquelles de ce mariage, les séquelles de la polygamie, que quelque part, j'ai l'impression que je vis pour moi, Aïcha de 25 ans. Mais à chaque fois que j'ai une réussite, à chaque fois que je fais quelque chose dont j'ai envie, j'ai un peu l'impression j'ai un peu la volonté de vouloir soigner ma maman, entre guillemets. Ma maman, on lui a privé de parole, elle n'a pas pu parler. Et bien du coup, moi, je fais mon podcast, parce que moi aussi, on m'a interdit de parler, mais du coup, moi, je fais mon podcast et je raconte ce que j'ai envie. Ma maman, elle n'a pas pu, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, bref, dans l'adolescence, vivre des... Et il y a cette histoire aussi, c'est que tous ces criminels qui ont fait subir des atrocités à cette fille, eh ben, ils sont sereins. Ils se disent, voilà, il y a 50 personnes qui ont vu mes crimes dans cet immeuble et il n'y a personne qui ose parler. Genre, ils sont tellement bien, ça leur fait doublement plaisir qu'ils aient pu véler des enfants, qu'ils aient pu véler des femmes, qu'ils aient pu mettre sa bite partout, le père, et que personne lui fasse payer et qu'il ne paye pas un coût social. Et c'est pour ça, moi, je parle, et je suis content qu'elle parle, parce que la honte, elle doit être sur eux, qu'ils osent jamais dire, oui, je suis le mec de l'immeuble, tu vois. Qu'ils osent plus jamais. C'est eux qui doivent se cacher, pas nous. Et c'est pour ça, moi, je montre mon visage quand je critique l'islam. Ce sera jamais moi qui me cache. Ce sera toujours le mec qui défend l'islam, qui devra avoir honte de ce qu'il dit. Il ne pourra plus le gueuler dans un haut-parleur devant 500 personnes sans conséquence. C'est fini. Les mecs qui disent, oui, voile-toi ma sœur, nanana, non, maintenant on va leur mettre la honte, on va les voiler eux. Des histoires d'amour, rigoler avec ses copines, faire tout un tas d'expériences. Et moi, du coup, je fais tout un tas d'expériences. Je tombe amoureuse, je rigole, je sors avec mes copines, je fais la fête. Ma maman, on lui a tellement interdit de suivre ses ambitions, puisqu'elle a dû être mariée de force et puis elle est tombée enceinte, et après elle était tellement traumatisée et tout ça. Elle s'est battue, elle a fait sa vie, mais les choses auraient pu être tellement différentes pour elle, et que du coup, moi, ça me pousse encore plus à vivre en étant alignée avec l'ambition que je veux pour moi. Parce que je veux être fière de moi, et je veux que ma maman soit fière de moi. Et je veux qu'elle se dise, moi, ma fille, moi, j'ai pas pu faire ça, mais quand je vois ma fille aussi épanouie, aussi belle, aussi contente, j'ai tout réussi. Même si ça ne changera jamais ce qu'elle a pu vivre dans le passé, quelque part, plus je vis, plus je fais des choses et plus j'ai l'impression de rendre justice à ma mère. C'est ça, voilà, rendre justice à ma mère. Et attention, parce que ça a aussi un peu ses mauvais côtés, parce que là, je vous le dis, c'est très mignon, c'est très joli, mais ça a des mauvais côtés parce que si les choses ne se passent pas comme je veux, si, j'ai postulé à tel endroit, on m'a pas prise, ou alors je suis un peu mal en ce moment, etc., j'ai l'impression que du coup, je n'avance pas et que je recule et que finalement, je ne fais pas grand chose de différent de ma mère. Et du coup, il n'y a personne pour couper cette espèce de truc karmique familial qui est chiant. Donc c'est un double poids, double mesure qui est assez compliqué et qu'il faut que j'apprenne aussi à gérer. Une autre conséquence de la polygamie, je pense que c'est aussi l'hypersexualisation, le facteur religieux et le facteur culturel. Donc il y a énormément... Et il y a ce délire, c'est que oui, l'islam c'est pudique, contrairement aux occidentaux dépravés, des femmes qui montrent leur corps, qui vendent leur corps, etc. En fait, non. Les sociétés musulmanes, dans son cas, je ne sais pas si c'est une société musulmane, j'imagine, c'est une société hyper, ultra sexualisée. Vraiment, une femme ne vit que par ses règles et par son utilité à un époux. Elle est là pour qu'un mec puisse jouir de sa bite. C'est ultra sexualisé. Elle doit se voiler et se cacher dans la rue parce qu'elle est un objet sexuel. Si elle n'était pas un objet sexuel, il n'y aurait pas besoin de se voiler dans la rue. C'est parce qu'elle est un objet sexuel avant tout qu'elle doit se cacher et disparaître de l'espace public. Elle est juste là pour être baisée par un mec jaloux. De tabou dans ma famille, on ne parle jamais, on ne dit rien, tu te contentes de tout ressentir pour toi et de développer des ulcères à 25 ans comme tout le monde, quoi. On ne parle jamais de sexualité, encore moins de sexualité. Et je pense que l'une des conséquences de la polygamie, ça a été l'hypersexualisation. Parce que du coup, quand j'étais petite, vous savez, il y avait certaines femmes qui venaient avec des valises dans l'immeuble. Et ces valises, elles étaient noires, elles étaient grosses. Et puis c'est plus tard que j'ai appris qu'en fait, dans ces valises que ces vieilles femmes transportaient, il y avait souvent des objets, des choses à caractère sexuel pour pimenter la vie intime des femmes avec mon père. Et du coup, je me souviens qu'il y avait une femme qui faisait un étage, et puis après, elle allait au deuxième, elle allait au troisième, elle allait au quatrième. Et c'était anodin, ça m'a toujours marqué cette image, mais en faisant cet épisode, je me suis rendu compte que déjà, depuis que je suis petite, j'ai intégré le fait qu'en tant que femme, il faut que tu sois dans l'hyper-performance quand la nuit tombe et que tu es avec ton mec, ton mari, bref. Et que la seule chose qui peut te différencier des autres meufs, en fait, c'est la capacité avec laquelle, sexuellement, tu seras dans la performance. Et du coup, quand je faisais cet épisode, ça m'a poussé à me demander pourquoi est-ce que, par exemple, je faisais certains dans mon intimité, dans ma vie sexuelle, pourquoi je faisais certaines choses. Est-ce que à chaque fois, j'ai toujours tout fait parce que j'en avais envie, ou est-ce qu'il y a des moments où j'ai voulu faire des choses parce que je voulais prouver, parce que je voulais être dans la compétition, mais dans la compétition par rapport à qui, par rapport à quoi, par rapport à
C'est trop bizarre. Et du coup, ça me fait poser cette question et je suis encore en réflexion. Pour l'instant, la réponse, c'est non. Mais je prends 5 minutes et je vais réfléchir à cette question. Voilà, c'est les choses, les conséquences qui me sont venues assez vite dans l'esprit. Ah oui, je dirais aussi que les conséquences de ça, c'est que j'ai une vision de la famille très déformée. Et cette vision-là, je la soigne parce que j'ai retrouvé ma maman. Ma maman, elle a refait sa vie, elle est mariée, elle a des enfants. Et ils sont tellement sains, ils sont tellement, on dirait les familles que je voyais à la télé et dont je rêvais. Donc du coup, ça soigne un peu mon rapport à la famille, mais aussi avec mes amis, la famille de mes amis qui m'accueillent et qui me considèrent comme leurs enfants. Donc ça soigne un peu cette image-là de la famille que j'ai. Mais c'est vrai que j'ai une vision très déformée de... Bah, il y a ça aussi que moi j'ai eu dans ma famille stricte et ma famille au sens large. C'est que bah, c'est le même monde. C'est un monde où quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça peut, sur un coup de vent, être utilisé contre toi. Genre, tu peux juste te dire un truc naïvement en tant que gamin, on te dit oh là là, kafart, tu es un mécréant, qu'est-ce que tu dis? Tu insultes Allah et le prophète. Alors que toi, tu es là, tu es. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça crée un climat de tension, bah, comme elle le disait, où tout le monde peut utiliser tout ce que tu dis et fais pour te nuire gratuitement. Et du coup, tu n'as pas une vie de famille normale. Et je me souviens de mon frère un jour qui me dit ouais, j'étais invité par des franco-français bourgeois, tu sais, qui vont comme ça quand ils mangent et au petit-déj le matin, ils sont salut, ça va. Et je me dis ouais, alors bah, du coup, j'étais avec mon pote, avec ses parents. Le mec s'appelait François, tu sais, parce que tellement il est français. Et je me dis mais Je c'est suis bizarre, François le Français. mais c'est bizarre, mais ils avaient une vie de famille normale. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais tu sais, ils s'assoient, ils mangent, ils parlent. Et ils ne savaient pas comment me l'expliquer, tu vois. Ils me disaient, mais ils parlaient. Pourquoi ils font tous WhatsApp dans le chat, là? Mais il se passe quoi dans le chat, là? Il y a un rapport avec ce que je dis ou... Non, ah ouais, ils avaient une vie de famille normale. Et en fait, ça, j'ai pris du temps à comprendre c'est quoi une vie de famille normale. C'est une vie de famille où, en fait, on n'est pas avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête à chaque fois qu'on est en groupe. Tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir des gens de confiance et des gens pas de confiance. Tu vois, tout le monde est serein. Il n'y a personne qui cherche à t'embrouiller. Bref. Après, y a pas, c'est pas que dans les familles religieuses hein, que tu as des embrouilles. Hein. Parfois, tu as des embrouilles aussi dans les familles, entre guillemets, normales. Non, mais il n'y a pas de monopole. Il y a des embrouilles partout. Il y a des familles de merde partout. Mais je te dis que là, c'est une industrie pour créer ce climat, tu vois. Ah oui, oui. C'est industriel. Alors que C'est ça, dans les familles athées, c'est artisanal. Voilà, c'est fait maison, tu vois. le terreau est plus ou moins fertile, disons. On dira pas quel terreau. de la famille, j'ai toujours très peur de la trahison, j'ai toujours très peur des autres et tout ça, donc c'est assez particulier. En tout cas, voilà les bons copains, c'est la fin de cet épisode, je suis trop contente. Merci de me soutenir, merci pour vos commentaires et pour vos retours. Vous savez, le mois dernier, j'ai rencontré au hasard dans Paris, quand j'étais en terrasse, que je buvais des verres avec des copines et tout ça, 4 personnes différentes qui sont venues m'interpeller pour me dire que elles m'avaient reconnue par rapport à mon podcast et qu'elles s'identifiaient beaucoup à ma vie. Et ça m'a beaucoup touchée, j'ai pleuré devant les 4 personnes parce que j'étais très émue. Vous savez, ça me coûte de faire ce podcast parce qu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas une fois, dès que je poste un épisode, j'ai toujours cette appréhension-là de recevoir une notification WhatsApp de mon père parce que certains demi-frères vont lui envoyer parce qu'on va trouver que je suis impudique, que on va même parfois remettre en statut, en cause mon statut de victime d'inceste parce que je devrais être la victime parfaite selon eux et m'adapter à cette famille. Mais non, moi je parle, je dis les choses, je n'ai pas de tabou, on dirait que je n'ai pas de honte et tout ça. Donc il n'y a pas, à chaque épisode un peu deep comme celui-ci, et je récupère toujours les foudres de ma famille. Mais je continue quand même parce que c'est ce que j'aime, parce que c'est ce qui me passionne et parce que... Alors, 2 choses là-dessus. Le premier, c'est la même chose pour moi, hein, je vous jure. Il y a plein de gens qui me disent comment tu fais pour avoir un boulot et en plus faire tes lives et en plus écrire des bouquins et en plus parce que moi je vous dis, hein, je sacrifie ma vie privée hein, pour tout ça, si vous n'avez pas remarqué, mais comme je le disais à Alphanim, dimanche soir à 1h du matin, le week-end commence. Donc vraiment, je sacrifie beaucoup. Et encore une fois, j'ai de la chance parce que j'arrive quand même à faire un peu de sport, avoir des potes. Voilà, un jour sur 2, je me garde pour moi et un jour sur 2, un jour sur 3, je fais les lives et le travail. Et d'ailleurs, je remercie les gens qui m'aident, hein, parce que je sacrifierais encore plus si je n'avais pas des gens qui m'aidaient pour les vignettes, pour les bouquins, pour les relectures, etc. D'ailleurs, si vous voulez être relecteur italien ou arabe, écrivez-moi un email. Et donc, il y a une chose qui m'aide, et comme elle a dit, quand les gens sont venus me voir, ils se sont reconnus, et ils ont apprécié, elle a pleuré. Moi, je comprends tout à fait ce qu'elle dit, parce que 4-5 fois par semaine, je reçois un email d'une personne qui n'est pas montée dans mes lives, qui ne commente pas dans mes lives, et qui me dit merci du fond du cœur. Parce que ce que je fais, ça la libère, ça l'émancipe, ça la... Alors moi, je suis toujours verre à moitié vide, donc je me dis, est-ce que ça y est, tu te bats, est-ce que tu tiens tête, est-ce que... c'est un bonheur indescriptible hein, quand je reçois un email de quelqu'un qui est mère, qui a 3 enfants, qui me dit merci, grâce à toi, je me libère, je suis heureuse, je comprends mon statut de victime et l'injustice que j'ai subie, enfin quelqu'un qui me comprend.
Mais en même temps, ça me rend un peu amer ce que j'entends d'elle, c'est parce qu'elle est encore sous la pression de son père. Et moi, je lui dis, si ton père, il te met la moindre pression sur ton émancipation, je te donne le même conseil que j'ai donné au moins 10 000 fois sur cette chaîne à 10 000 personnes différentes. Dis-lui d'aller manger un seau de merde. Vraiment, je sais qu'un jour, dans 100 ans, il y a un mec qui va faire un doctorat en linguistique, en sémantique, en langage, qui va dire la meilleure manière d'envoyer chier quelqu'un qui essaie de te dominer, c'est littéralement va manger un seau de merde. C'est littéralement cette expression. Il n'y a pas mieux. C'est pas va te faire enculer, c'est pas nique ta mère. Non, c'est va manger un seau de merde. Il n'y a aucune réponse à ça. Il peut même pas s'énerver, tu vois. Il dit, oui, bon, bah, je vais manger un seau de merde. Tu vois, il peut rien dire. Et c'est la seule réponse à quelqu'un qui essaye de contrôler ta vie. C'est la seule réponse. Il n'y a personne qui doit jamais vous dire vous n'avez pas le droit d'être une victime, vous n'avez pas le droit d'être vous-même, vous n'avez pas le droit de vous émanciper. Tout ça, et en fait, tout ça, il y a un truc sous-jacent, et après, je vous laisse parler, les gars. Il y a un truc sous-jacent qui est essentiel. Et moi, souvent, quand je fais un témoignage d'ex-musulmanes, ou d'ex-musulmans, mais surtout les ex-musulmanes, vous remarquerez que ce soit chez Casus ou chez moi, je pose toujours la question à la fin. Si la fille, elle doute, je lui demande ta vie, elle appartient à qui? Et il faut que la fille, elle dise ma vie, elle m'appartient. Parce que le fait que ton père puisse te juger sur ton émancipation et ton statut de victime, il y en a un de vous qui fume ou je sais pas quoi, coupe le mic. Le fait que ton père peut te juger sur ton statut. Putain, mais je vais vous couper les mics moi-même, c'est pas possible. Le fait que ton père peut te juger sur ton statut de victime et décider à ta place ou te mettre la pression, c'est parce qu'il considère encore, et toi-même tu intériorises encore, que ta vie lui appartient. Elle ne t'appartient pas entièrement, ou une partie de ta vie lui appartient. Et va manger un seau de merde, ça veut dire ma vie m'appartient totalement. Totalement. Ne laisse personne t'intimider là-dessus. C'est bien. Envoie-lui toi-même tes vidéos. Envoie-lui toi-même si besoin. Ne le laisse pas t'écraser et t'intimider et te prendre ta vie parce que tu as peur d'être pris en otage parce que tu n'auras pas l'héritage ou tu n'auras pas je ne sais pas quoi. Ne laisse personne prendre ta vie. Elle vaut plus cher qu'un héritage ou bien que sa satisfaction. Vous voulez dire un truc? Toi, tu veux y aller? Vas-y. Je vais voir. Je te trouve un peu dur avec toi-même sur ton satisfaction, Ali, Ah, du parce russe babal, que cette babale. Hein. parce que moi j'ai pas ce genre de mail, hein, je reçois pas ce genre de mail et je pense que si tu reçois ce genre de mail, c'est que tu es d'une effet et une très 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 grande efficacité et je je pense qu'il n'y a pas de magie. On peut pas renverser le monde. Tu peux pas renverser le monde à toi tout seul. Mais si tu as des résultats comme des mails de gens qui te disent que grâce à toi, ils arrivent à s'émanciper, ça prend des générations euh, pour que ça devienne concret. Et ouais, moi je pense que tu, je te félicite, hein. Franchement, enfin, t'es ultra efficace. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, merci. Non, non, mais c'est bien. C'est vrai que j'ai pris le côté négatif, mais c'est super, comme je dis, ça, et ça te booste, tu vois. Du coup, tu voulais parler ou pas, Shell, où tu parles, parce que tu es en mute, hein. Je t'ai Allô? ré- je t'ai rétabli. Allô? Allô, allô, allô? Ouais, c'est bon. Ah oui, mais je parlais moi du coup avant. Bah, du coup, on n'a rien entendu depuis que j'ai fini mon monologue. Ok. Je disais, je suis pas d'accord avec toi, Yumi, sur le fait qu'on ne peut pas changer les choses tout seul. En tout cas, on peut commencer tout seul et après, les choses, quand elles vont commencer à changer, il y aura plus de monde. Regarde la preuve que quand Babal il a commencé, il y avait personne ou presque qui regardait ses lives de Syrah et tout. Il y avait Et Momokato au début. ouais, c'est ça, il y avait que dalle. Et maintenant, et pareil pour les autres, que Jordanix se fasse un peu le coup de pied dans la fourmilière en parlant de Jack le Fou, et les apostats de l'islam, personne ne savait que ça existait, tu vois.
C'était une niche dans une niche dans une niche, quoi. Et maintenant, on se retrouve avec des chanas qui font des millions de vues en montrant leur mari. Baba il passe à la télé. Il y a tout le monde qui en parle. Enfin, tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui en parle. C'est beaucoup moins obscur maintenant. Et ils ont commencé en étant que dalle. Et pour aller un peu plus dans le passé, quand le catholicisme était très très puissant en France et qu'il y a eu dans les années 50-60 ce début de ras-le-bol de tout ça et que les gens ont commencé à lutter contre ça, les gens ils sont partis de rien aussi, pareil. Au départ, l'Église était très puissante et la culture bouffeur de curé, elle n'est pas venue toute seule, hein. Elle a été faite avec les efforts de gens entre guillemets seuls, tu vois, qui se sont réunis au fur et à mesure et c'est devenu la norme après. Mais Oui, t'as raison, ouais. T'as raison, mais je trouve quand même que Ali, il est particulièrement efficace. Je t'avoue même, j'en suis jaloux. J'aimerais avoir la même efficacité. Ah bah on est tous Euh, jaloux de quelqu'un, hein. Toi, tu es jaloux de moi, moi, je suis jaloux de Shana. Shana, elle est jalouse d'Alphanie, mais voilà, c'est un cercle, hein. dans un sens vertueux, je veux dire. Ouais, un J'aurais cercle voulu. vertueux, exactement comme j'ai illustré dans Incroyable Islam, hein. Regarde, ça, je le mets en grand. Voilà, un genre de cercle vertueux où chacun rend service à son voisin. c'est ça. Ah, Shana, bonsoir. Et en plus, grâce à Baba, je pense que mon Oui, niveau de t'as puissance, t'as c'est beaucoup raison. amélioré. Une seule personne peut tout changer, effectivement. Mais bon, je vois que Ali parfois est un peu pessimiste, mais Non, non, du tout, je suis pas Je le trouve pessimiste, c'est vachement juste que j'en optimiste, veux moi, toujours mais plus. Je suis le mec le ouais, plus c'est bien. optimiste sur Terre, hein. C'est bien. Alors, tant mieux si t'es ambitieux, c'est bien. Mais enfin, Bon, je peux évidemment, pas dire je suis jusqu'à maintenant. fier. J'aime ce que tu fais. Voilà, c'est tout. Voilà. Ah, ça fait Je plaisir. suis admiratif. Merci. Admiratif. Après, on va dire que jusqu'à maintenant, la seule personne qui ait vraiment fait une différence pour les apostats et contre l'islam, c'est Sonia Zadig, mais on essaye de marcher dans ses pas, voilà. Contre la psychanalyse, on peut pas faire grand-chose, hein. Ah, ça. Shana! Salut, elle je est suis là. là? Ah bah, je sais pas, parce que je vois ta tête en grand, sans burqa. Ah oui, ouais, c'est. Pardon. Tiens, Ouais. attends, je te mets un mec en burqa, tiens, ça va te calmer. Ah, Salut, Chana. plaisir. T'as vu, il rase les murs, hein. C'est le souci du Il rase détail. bien les murs. Bravo, franchement, j'adore l'idée. Et si tu as l'option odeur, tu verras qu'il pue aussi, mais pas de parfum. Ah ouais, je transporte Ah, encore là, c'est dégueulasse. d'ailleurs, il devrait développer ça, hein, l'option odeur. Je te jure. Smell option. C'est- Mais c'est- c'est top. si tu aimes le musc, fornication du nez là, hein, c'est. Musc bio. Ouais. Bah, j'écoutais, hein, j'étais là, j'écoutais, je suis rentrée là il y a pas longtemps. Comment réagir, enfin, quoi ajouter de plus de ce qu'elle a dit depuis le début? C'est déjà horrible. Et j'espère que, comme tu l'as dit, Babal, qu'elle arrivera justement à tenir tête. Elle lui a balancé cette phrase, je ne pense pas, mais déjà juste, comment arriver à couper ce lien tu vois, de ne plus le voir sur un Bah, piédestal, ce c'est ça, père, c'est la cet amour figure toxique. C'est un oui, amour voilà, toxique, égoïste, paternel, déformé. Hein. oui. En fait, c'est ça et je pense qu'il y a une peur aussi, refoulée, des non-dits aussi, je pense, et comme elle l'a dit, c'est une sorte de thérapie pour elle, d'en parler. Elle devrait continuer, mais surtout au moins de revoir la figure paternelle, et surtout de son père, et l'importance qu'il a dans sa vie. Elle peut toujours le considérer comme son père, voilà, ou son géniteur. Le problème, c'est d'enlever ce caractère de... J'ai pensé au Qawamoun, hein, d'autorité sur elle. Tu vois, et c'est ça en fait. Et ça, c'est très difficile, je comprends.
Moi aussi, hein, j'ai pas un rapport de ouf, comment dire, cordial avec mon propre père. Mais dans ma tête, je suis arrivée à me le représenter comme quelqu'un de lambda, de normal, quelqu'un, voilà, dans mon paradigme, mais qui n'aura jamais une autorité sur moi. En tout cas, plus maintenant. Un ascendant, un ascendant. Un ascendant, voilà. Mais c'est un travail à faire, ce détachement et justement de se donner ce pouvoir à soi-même. Et tu es la seule autorité pour ta propre vie. Voilà. Mais c'est inspirant, hein, ce qu'elle dit en tout cas. Moi, franchement, je la trouve super courageuse. Et en plus d'en parler à visage découvert, faut le faire. C'est pas donné à tout Et le tu monde. vois bien qu'à la fois c'est le processus de guérison et que c'est un processus altruiste où elle se dit j'espère que quelqu'un dans ma situation souffrira moins que moi. Ouais, elle se sacrifie un Et peu. que la honte, elle aille désormais sur ces gens avant qu'ils commettent leurs crimes. C'est ça qui est important. Et j'ajouterais qu'elle est très pertinente, qu'elle s'exprime très bien. Oui. Il lui manque juste le prisme religieux qu'elle omet et que Baba le rajoute justement. Ça aurait Après, on été n'en trop sait rien. Elle en a parlé un petit peu dans le début de la vidéo de la religion et de l'impact que ça avait sur cette culture. Mais après, si jamais elle me laisse l'interviewer, je pourrais lui demander, mais c'est vrai qu'elle le mentionne très peu. Elle ne le mentionne pas parce que pour elle, le sujet, c'est la polygamie. Et je pense que ça fait partie des biais, hein, parfois, tu vois, tu détestes la polygamie, mais tu veux pas critiquer la religion. Tu as souffert de la polygamie, mais tu veux pas critiquer ou vexer ton père. Tu vois, il y a toujours cette prise d'otage permanente, hein, c'est pas facile. C'est multifactoriel à chaque fois. Quand est-ce qu'elle est sortie cette vidéo? 2 mois, je crois. Attends. Ouais, 2 mois. 200 000 Il y a vues en 2 2 mois. mois. Ok, waouh, bravo déjà. Et parce qu'en fait, il y a un film là en ce moment qui fait vachement le buzz là sur Netflix, The Polygamist. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. Non, je regarde pas Justement. la télé et les séries, moi. Oui, bon, après, ouais. Mais je veux dire, c'est une série sur Netflix qui fait beaucoup parler parce que justement, elle montre tout l'aspect horrible, un peu ce qu'elle décrit, hein. Mais sauf que là, on est sur une polygamie de luxe, où le gars a de l'argent, où la première n'est pas au courant, je vais pas vous spoil, hein, mais vraiment, en tout cas, personnellement, je compte le regarder. Mais j'ai déjà un aperçu et franchement, je reconnais, d'après le teaser que j'ai vu, il y a beaucoup de choses qui rejoignent son témoignage. The Polygamist, Lazarus. C'est un rapport avec The Pianist? Non. Mais ouais, il y a ce côté The Pianist, The Polygamist. Après, ouais, si ça illustre bien l'injustice que c'est, parce que souvent les gens, ils ne s'imaginent pas. C'est exactement l'échange que j'ai eu avec Steel Wish. Et c'est pour ça que cette vidéo elle est incroyable. Parce que Steel Wish me dit, oui, mais les femmes sont bien traitées dans la polygamie. Et moi, je me tuais à lui expliquer que la polygamie, c'est une maltraitance. Tu vois, est-ce que les enfants dans une relation pédocriminelle de V et d'inceste sont bien traités? C'est déjà une relation de maltraitance. Et il n'arrivait pas à comprendre ça. Donc j'espère. Et c'est dans l'esprit de beaucoup de gens, tu vois. Non, mais c'est comme ça qu'ils veulent vivre. Non, c'est pas comme ça qu'ils veulent vivre. C'est comme ça qu'il y a un abuseur et des victimes. Anne-Happy, j'ai vu ton message. Une seconde, s'il te plaît. Si la bonne copine, elle m'a répondu sur TikTok, ensuite je lui ai répondu, elle m'a pas répondu, elle m'a dit Instagram. Donc je suis passé sur Instagram. Donc si tu es en contact avec elle, dis-lui de me répondre. Elle est la bienvenue, hein, pour venir parler, même ce soir si elle est dispo, ou une autre fois, il n'y a pas de souci. Pardon, Yomi. Non, je disais juste, c'est pareil pour la circoncision. Aujourd'hui, c'est ok parce que maintenant il y a de l'anesthésie, c'est fait à l'hôpital, donc c'est bon. Ah d'ailleurs, il y a la communauté juive de Roubaix qui m'a invité dans quelques semaines pour critiquer le judaïsme. Du coup, je suis en train de leur préparer sur mon spectacle de fin d'année. Je vais faire à peu près 10-15% sur le christianisme, 10-15% sur le judaïsme et 70% sur l'islam. Et du coup, je vais préparer le petit sujet judaïsme là, avec l'aide de Yaakov d'ailleurs. Je suis en train de bosser dessus. Et je me demande comment ils vont réagir parce que je vais leur envoyer des fions. Et à mon avis, traiter la circoncision sous un angle critique avec humour, ça n'a été jamais fait. J'ai vu des sketchs, hein. Il y a des gens qui traitent la circoncision sous un angle d'humour
mais pas pour la critiquer, pour la normaliser, tu vois, genre Jamel Debbouze et tout. Ouais, on l'a fait, mais au final, c'est bien passé, c'est la fête, tu vois. Non, mais envoyer des vrais fions avec humour, je pense, il y a moyen que ça buzz presque autant que les tweets de Shanna. Mais c'est dans quel contexte que la communauté juive de Roubaix te demande de venir se foutre de leur gueule? Mais après, tu sais, les juifs, ils sont comme ça, ils réfléchissent pas beaucoup. C'est vraiment. Moi, ça me rappelle ces trucs. Avez-vous déjà vu là de Alain Chabat? Et avez-vous déjà vu un cochon à l'école des bouchers, tu vois? Et tu vois le petit porcinet qui est là à l'école de boucherie et il commence à préparer du porc et tout. Je sais pas si tu connais ça, ces petits sketchs là d'Alain Chabat. Oui, si, tout à fait. Bah, moi, mon préféré, c'est avez-vous déjà vu un crime pas parfait du tout? Ouais, J'ai un alibi, j'étais au cinéma. c'est ça. Avez-vous Ouais. déjà vu une girafe porter un collier de perles? Ah, moi, j'ai déjà vu des gens enfiler des perles, mais c'est autre chose. Bah, on finit sa vidéo, il reste 30 secondes. Des retours que j'ai de vous, eh bien je comprends que ça en aide plus d'un et que du coup vous êtes nombreux à ne plus vous sentir fou ou folle parce que moi je suis la folle qui expose peut-être ces choses-là qu'on n'ose pas dire. Donc je voulais vous remercier et je vous fais plein de gros bisous. Et ça, c'est important parce que le monde dont je viens, en tout cas le Moyen-Orient, et j'imagine l'Afrique pour elle, c'est pareil. Et je le dis premier degré, hein, comme le dit très bien Wafa Sultan, c'est une fabrique à déséquilibrer. C'est une fabrique, c'est-à-dire que c'est un système fait pour prendre un être humain sain d'esprit ou potentiellement sain d'esprit et augmenter au maximum les chances d'en faire un déséquilibré, un détraqué. Et du coup, tu as fabriqué tellement de détraqués et de déséquilibrés qu'à la fin, le mec normal et sain d'esprit est un fou. Et c'est-à-dire la nana comme elle, là, qui parle, quand elle parle seule face à caméra, elle a toujours le doute au fond de sa tête, peut-être que je suis fou. Et moi-même, là, j'ai 35 ans, ça fait 12 ans que j'ai apostasié, que j'ai envoyé chier tout le monde. Et ben, ils sont toujours, aujourd'hui, 10 ans après, ils sont toujours en train de se parler entre eux, ma famille, et de dire mais pourquoi il est fou, Ali Babal? Ils sont là, ils sont toujours persuadés que je suis cliniquement fou, tu vois. Et pas juste fou, hein. Il y en a qui sont persuadés que je suis bête, vraiment bête. C'est-à-dire, je suis incapable intellectuellement de faire des raisonnements. Je suis incapable voilà, je suis limité. Je suis vraiment limité au sens de autiste, d'atteint cérébralement. Vous voyez? Ils me voient littéralement comme ça. Vous comprenez à quel point ça aliène votre manière de raisonner et vos capacités cérébrales, cette religion. Et c'est pas juste ça aliène en plus. T'as le niveau de destruction où ton cerveau il fonctionne plus, les neurones ils sont pétés, et t'as le niveau aussi de genre de couche de vernis, tu vois. Genre tu peux réfléchir, mais t'as un mur de verre. Quand tu réfléchis, tu tapes contre ce mur comme un piaf là sur ta vitre, et ton cerveau il arrête de réfléchir. Mais même sémantiquement, je ne sais plus si c'était toi ou Jack Le Fou qui en avait parlé une fois sur le mot athée qui n'existe même pas en arabe et où l'équivalent le plus proche c'est taré, quoi. Oui, non, athée, ça se dit mulhid. Mulhid, c'est déviant. Oui, déviant. C'est-à-dire que le mot le plus proche pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est un déviant. Déviant au sens clinique du terme. Hein. Déviant au sens de, tu te dirais, oh, il veut faire l'amour avec un arbre, c'est un déviant. Oh, il fait l'amour avec des animaux, c'est un déviant. Tu vois, c'est ça le terme. Respecte l'amour des arbres. Oui, après, c'est vrai que tu mets ta bite dans un arbre, ça fait... Bon, it's a victimless crime. Hein. Il était consentant. Moi, j'aime bien la citation classique, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être adapté à une société profondément malade. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, je sais qu'être autiste, c'est pas de la bêtise ou de la déficience, mais tu vois, il te voit comme quelqu'un dont les facultés cérébrales et les capacités de raisonnement sont différentes de la norme.